Ingrédients: océan, eau, sel, détritus, amour, eau de rose, baiser, mariage, sardines, mouettes, crêpes, homards, bigoudaines endeuillées, sauce, aventure, suspense, second degré, drame sentimental, rebondissement absurde, gag désopilant. Che Guevara, 0,5%. Arôme artificiel de Vierge Marie. Garantie sans dauphin, sans texte, ni onomatopée. Peut contenir des traces de pictogrammes. Ce sont les uniques mots d'un océan d'amour, l'inégalable bande dessinée, scénarisée par Wilfrid Lupano et illustrée à merveille par Grégory Panaccione. Nous n'aurions pu rêver d'une meilleure union. C'est le premier ouvrage sans texte, exclusivement illustré, que j'ai eu entre les mains. Une expérience de lecture nouvelle et singulière, parfois surprenante mais jamais décevante. L'aventure muette débute par la sortie en mer matinale habituelle d'un petit pêcheur breton, qui se fait happer en pleine mer par un de ces cargos pollueurs ravageant les bancs marins. Sa femme, une bigoudaine attentionnée, attend patiemment son retour, qui tarde un peu plus tous les jours. Convaincue que son mari n'a pas péri dans les fonds marins, elle part à sa recherche, pleine d'espoir et courageuse. Alors, on navigue entre leurs péripéties respectives, deux périples bien différents avec néanmoins un but commun, se retrouver. J'ai conseillé cette bande dessinée autour de moi. Les trois premiers mots qui me sont venus à chaque fois sont amour, poésie et humour. Est-ce la Bretagne qui m'est si chère, la bigoudaine, cette cuisinière hors pair, comme ma mère, le soleil de Cuba, sa revendication écologiste, les tempêtes, l'imprévu qui m'ont plu? Malgré les rebondissements et les aléas certains de l'histoire, mon expérience de lecture était sereine, paisible. Si les mots réveillent en nous des images, ici le processus est inversé. Notre imaginaire personnel est mobilisé et on se met parfois à parler pour eux, mais sans jamais regretter ce silence rafraîchissant. Eux, car on ne sait pas leur nom, leur prénom. Et pourtant, j'ai l'impression de les connaître intimement. J'y suis attachée. L'humilité et l'amour simple, vrai, peuvent encore nous faire cet effet très particulier qu'aucun autre ne saurait égaler. En tous les cas, ils me l'ont fait. Un océan d'amour restera l'ouvrage qui m'a fait du bien, qui m'a touché et m'a ramené les pieds sur terre, mais jamais loin de la mer, dans cette société aux artifices parfois excessifs. Un océan d'amour, c'est l'intimité que j'ai adoré partager avec eux. Vous aussi, plongez dans cette histoire muette, avec moult et mouettes. Il existe autant de personnes que d'expériences de lecture. L'endroit dans lequel on lit, notre état d'esprit, le temps, l'heure, nos expériences de vie, le format du livre participent à notre interprétation et ne sont pas immuables et figés à jamais. C'est d'ailleurs toute la richesse des voyages littéraires. Notre sensibilité est personnelle. Moi, j'aime, entre autres choses, la bande dessinée. Ce genre particulier, souvent déprécié ou jugé illégitime encore aujourd'hui. Je me rappelle ce père, au rayon bande dessinée de la librairie dans laquelle je travaillais, qui n'autorisait à son fils l'achat d'une bande dessinée à la seule condition qu'il choisisse à côté un roman. Ou encore cette étudiante qui faisait le point sur ses lectures annuelles, en termes de quantité, et s'interrogeait sur la comptabilité ou non des BD qu'elle avait eues entre les mains. Ces situations du quotidien mettent en lumière deux problématiques liées à la lecture. Tout d'abord, certains genres seraient supérieurs à d'autres. Il existerait un classement implicite de valeurs des genres littéraires, voire une compétition. Or, chaque écriture, chaque concept, résonnera singulièrement chez un individu. La subjectivité est indiscutable, tandis que le jugement reste pourtant omniprésent. D'autre part, j'ai ressenti la réaction de cette étudiante comme une course à la lecture, un objectif valorisant, un nombre au caractère légitime. Il existe plusieurs types de lectures qui sont plus ou moins qualitatives et socialement admissibles. Les lectures plaisir, de travail ou encore de recherche. Mais sur quoi se base-t-on pour établir une hiérarchie des pratiques culturelles littéraires? Ne devrait-on pas encourager les pratiques culturelles dans leur globalité plutôt que de réveiller la culpabilité? Comment peut-on juger de l'expérience de lecture d'un individu lorsque celle-ci relève d'une interprétation personnelle, intime? Le numérique est lui aussi confronté à de nombreuses critiques. Les maisons d'édition, les bibliothèques ou encore les librairies proposent de plus en plus de contenus numériques. Les auteurs aussi investissent cet espace digital, notamment au travers de sites internet dédiés à leur carrière et à leurs œuvres, que Gilles Bonnet renomme les écrans vains. Ainsi, il remet quelque part en question la légitimité de ces auteurs du web, qui s'exposent paradoxalement dans une approche intimiste à destination d'autrui. Envisage-t-il l'espace numérique comme un réel créateur de liens avec les internautes lecteurs, ou s'agit-il d'une mise en avant narcissique
motivés par la peur de disparaître, de ne plus exister. Assiste-t-on à une glorification dénaturante des auteurs? La critique des médias, issue de l'école de Francfort, reprochait le caractère économique prédominant de la culture, introduisant ainsi le terme d'industrie culturelle. Culture de masse, perte de l'aura et du caractère sacré du produit culturel. Les destinataires seraient dépourvus de capacité d'interprétation, de réappropriation, voire de résistance. En ce sens, l'émergence du livre numérique face au livre papier s'inscrit dans ce débat. Thierry Battino qualifie la lecture numérique de pseudo-lecture, rapide et superficielle. Or, Alexandra Sommer et Nalwen Tréondard évoquent la différence entre les supports de lecture numérique et insistent sur des hyperliens posés sur des énoncés textuels numériques qui permettent une expérience de lecture différente, plus interactive, voire mystérieuse. J'ai voulu me positionner sur la question du numérique dans sa globalité, associée à la littérature. J'ai questionné mon itinéraire de lectrice et automatiquement, la prédominance de livres papier m'a amené à penser « je suis éloignée du numérique ». C'est drôle, puisqu'en y réfléchissant davantage, je suis en train de filmer une vidéo. Je lis quotidiennement des articles de presse sur mon ordinateur, des articles scientifiques parfois, des bandes dessinées sur grandpapier.org ou encore des sites d'auteurs et de maisons d'édition. D'autre part, l'espace numérique permet un échange inégalable pour évoquer ses lectures, par exemple. Sur Instagram, Babelio propose chaque lundi de nous faire rencontrer un lecteur croisé au hasard afin qu'il présente sa lecture du moment. Il existe les forums, ou encore les booktubers, et l'espace de commentaires sous leurs vidéos. Finalement, nous ne sommes pas dans une substitution des pratiques et des interprétations liées au numérique, mais dans une réelle multiplicité et diversification des représentations, ce qui constitue, à mon sens, une véritable richesse.